Alors, on m'a demandé de vous parler de l'importance des mesures disciplinaires et administratives dans le contexte des relations de travail, plus particulièrement au sein des universités. La Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université semble constater une recrudescence de l'imposition des mesures disciplinaires et, à ce titre-là, invite ses membres à prendre le plus d'informations possible et à se former par rapport aux différentes mesures disciplinaires qui peuvent exister en droit du travail. Il est important d'abord de bien comprendre qu'il existe les mesures disciplinaires d'une part et les mesures non disciplinaires aussi dites administratives. Donc, la qualification de la mesure. Comment on distingue une mesure disciplinaire d'une mesure administrative? Bien, essentiellement, c'est dans le caractère volontaire du geste qui est reproché au travailleur. Lorsqu'on parle de mesures disciplinaires, habituellement, on va être en mesure d'identifier un comportement ou une attitude déviante ou fautive de la part d'un travailleur, attitude qui peut très bien être corrigée par une amélioration du comportement. Donc, il est important également d'être en mesure de qualifier de manière distincte ce que constitue une mesure administrative. Une mesure administrative, par essence, va être une mesure pour laquelle un travailleur ou un salarié syndiqué ne peut amener une amélioration notoire parce qu'elle est en dehors de son comportement. Elle procède du fait qu'il est soit incompétent ou d'un facteur externe comme la maladie chronique. Donc, dans le milieu universitaire, les comportements auxquels on peut penser qu'ils constitueraient des comportements sanctionnables, bien d'abord, il y a évidemment le harcèlement, qu'il soit psychologique ou le harcèlement sexuel, en raison de la proximité et de la promiscuité qui peut exister parfois dans le travail de bureau, dans le travail de professionnel. Il s'agit de comportements pour lesquels il faut avoir une attention particulière et qui, lorsqu'ils sont effectivement prouvés, peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires. L'intensité de la mesure imposée variera en fonction d'un certain nombre de critères, évidemment du préjudice qui aurait été causé à la victime, mais aussi de la préméditation ainsi que d'autres éléments que nous aborderons un petit peu plus tard. Évidemment, en milieu universitaire, un autre des comportements auxquels il faut prêter attention, c'est la question de la fraude, la falsification des données. Une telle attitude ou un tel geste de la part d'un professeur entacherait invariablement la réputation de l'université et pourrait même faire l'objet d'une demande de remboursement à l'égard des subventions qu'un professeur aurait pu recevoir pour faire de la recherche. En ce qui a trait maintenant aux mesures administratives, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est celui de l'incompétence. Ainsi, un employeur pourrait être justifié d'émettre une mesure non disciplinaire ou administrative, telle que mentionnée précédemment, à un travailleur qui serait incapable d'accomplir adéquatement le travail qui lui est confié. Toutefois, la Cour d'appel, dans l'arrêt Costco, arrêt qui fait école depuis plusieurs années maintenant, a mentionné qu'avant d'émettre une telle mesure, un employeur se devait de s'assurer de faire la démonstration que le salarié connaissait bien les politiques de l'entreprise ainsi que le travail et les attentes fixées à son endroit. Également, une fois qu'un employeur aurait été en mesure d'identifier ces éléments-là, il se doit de prouver qu'il a bien mentionné à son travailleur quelles étaient les lacunes dans son travail. Par la suite, il faudra qu'il démontre que le salarié a obtenu le soutien nécessaire, ce qui peut comprendre de la formation ou du soutien, du coaching de la part d'un supérieur pour être en mesure de résorber les lacunes qui avaient été identifiées dans son travail. Au terme, par ailleurs, d'un délai raisonnable au cours duquel le travailleur aurait été incapable de démontrer qu'il s'est amélioré, l'employeur serait alors en mesure de démontrer qu'il peut prendre certaines mesures à l'endroit du travailleur, telles une démotion ou un congédiement. Il va sans dire que du côté syndical, on privilégie la démotion en pareil cas, puisque certaines décisions, notamment de la Cour suprême dans l'affaire Lethbridge, ont mentionné qu'un employeur avait l'obligation de vérifier s'il était capable de replacer le travailleur au sein de son entreprise avant de lui imposer ce qu'on considère comme être la peine capitale, c'est-à-dire le congédiement. Que ce soit au niveau d'une mesure administrative ou d'une mesure disciplinaire, il est important de rappeler qu'un bon représentant des salariés devrait toujours porter attention à des éléments préliminaires quant à la procédure d'imposition des mesures. Plus souvent qu'autrement, les conventions collectives prévoient un certain mécanisme qui doit être respecté par l'employeur. Plus souvent qu'autrement, un mécanisme qui comprend des délais de rigueur et la déchéance des recours en cas de non-respect. On pense particulièrement ici à la prescription,
Il est important de s'assurer que les mesures imposées par un employeur le sont dans les délais prévus à la convention collective, mais aussi au droit d'un travailleur, par exemple, de bénéficier de la présence de son représentant syndical ou encore le droit du syndicat de recevoir en même temps que le salarié copie des mesures qui lui sont imposées. Ces droits-là sont habituellement des droits qui sont interprétés de manière rigoriste par les tribunaux d'arbitrage et le simple fait de ne pas les respecter peut faire en sorte d'éliminer, voire de faire déclarer nul ab initio les mesures qui sont imposées par l'employeur. Lorsqu'on parle de mesures disciplinaires, il est important d'avoir à l'esprit que l'objectif premier d'une telle mesure a pour but de permettre au travailleur de réparer son comportement. Ça ne se veut pas une mesure punitive, quoique certains tribunaux en fassent état, mais habituellement, de manière générale, le courant majoritaire va prévoir qu'une mesure disciplinaire a pour but de permettre au travailleur de réparer son comportement, voire de bénéficier d'un temps de réflexion nécessaire pour faire en sorte de trouver la voie de passage qui va lui permettre dans le futur d'avoir une attitude conforme aux attentes de l'entreprise. C'est pour ça qu'en matière de mesures disciplinaires, on va insister lourdement sur le principe de la progression des sanctions. Ce principe-là a pour effet de créer un escalier d'une mesure à l'autre, intensifiant de fois en fois la sanction qui va être imposée aux travailleurs pour éventuellement, s'ils ne s'amendent pas, avoir toutes les raisons nécessaires de prétendre que le congédiement est justifié. Il va sans dire qu'un tel principe peut comporter certaines exceptions, c'est-à-dire qu'un travailleur qui commettrait une faute extrêmement lourde, par exemple une agression sexuelle au travail ou un vol de montant d'argent dans une banque, par exemple, pourrait faire l'objet d'un congédiement immédiat qui serait encensé par les tribunaux, bien que la progression des sanctions n'aurait pas été suivie. Un des principes qui vient contrebalancer la progression des sanctions, c'est celui de la proportionnalité des sanctions. Ainsi, dans l'adéquation d'une faute et de la sanction qui est imposée, les tribunaux d'arbitrage vont porter beaucoup d'attention aux éléments circonstanciels qui entourent la faute qui a été commise. C'est donc dire qu'un tribunal, avant de conclure à la justesse d'une mesure, devra tenir compte de la préméditation du travailleur, du préjudice encouru par l'employeur, du manquement global que le salarié a commis et sous-peser le tout afin de déterminer si effectivement l'employeur avait raison ou non d'imposer une telle mesure. Si la conclusion du tribunal est à l'effet que la mesure ne tient pas compte de toutes les circonstances, normalement, cette mesure devrait faire l'objet d'une réduction, voire d'une annulation complète. Parmi les autres facteurs que le tribunal d'arbitrage serait appelé à sous-peser, il y a évidemment les facteurs atténuants et les facteurs aggravants. Comme leur nom le mentionne, les facteurs atténuants ont pour effet d'amener le tribunal à diminuer la sanction qui a été imposée aux travailleurs. À ce chapitre, on pense notamment aux travailleurs qui auraient un dossier disciplinaire vierge ou qui auraient une grande ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir commis de faute. On pourrait également penser au cas du travailleur qui reconnaît spontanément sa faute, élément qui est souvent très apprécié par les tribunaux d'arbitrage. À la tolérance passée de l'employeur, donc le fait qu'un employeur aurait toléré un comportement qu'il juge dorénavant fautif sera tenu en compte par les tribunaux, ainsi que plusieurs autres facteurs comme l'absence de préméditation, l'absence de préjudice pour le travailleur ou des circonstances personnelles telles le fait que le travailleur vivait un deuil ou était lui-même atteint d'une maladie à caractère psychologique. Au titre des facteurs aggravants, on retrouve souvent un peu l'inverse de ce qui constitue un facteur atténuant. Donc, évidemment, un travailleur qui aurait un dossier disciplinaire chargé verra le tribunal pencher en faveur de l'employeur et considérer que les sanctions sont appropriées de manière plus facile. L'ancienneté, aussi curieux que ça puisse paraître, peut également constituer un facteur aggravant lorsqu'il s'agit, par exemple, de négligence. Si un travailleur qui a une grande expérience au sein de l'entreprise et qui connaît bien les rouages de l'entreprise se met à commettre des actes de négligence, bien, son ancienneté pourrait jouer à l'encontre de son dossier disciplinaire et faire en sorte d'aggraver la situation. Ainsi, on peut penser à plusieurs autres circonstances, mais pour l'essentiel, il s'agit des facteurs habituellement sous-pesés par les tribunaux lorsqu'il s'agit d'évaluer la justesse d'une sanction.
En conclusion, comme on vient de le voir, les mesures disciplinaires et administratives constituent un vaste champ d'études en droit du travail. Il sera donc important, rappelons-le, d'identifier tous les éléments procéduraux ainsi que factuels qui permettent d'apprécier la valeur du dossier, tant sur le plan préliminaire qu'au mérite. Il sera donc important de vérifier tous les aspects de la mesure ainsi que de la procédure d'imposition, notamment, comme on l'a vu, les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Ce n'est qu'au terme d'une telle enquête que le syndicat sera en mesure d'assurer une défense pleine et entière à son travailleur.